Spirit. Nous allons parler aujourd'hui d'une technique qui est peu connue finalement des pêcheurs au coup et des pêcheurs au feeder, qui est le zig-rig, hein. C'est une technique qui est beaucoup plus pratiquée évidemment par les carpistes. Donc voilà, je vous laisse vous connecter, vous m'envoyez des petits messages dès que vous êtes en ligne. Et puis comme ça, on peut enfin attaquer ce live. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire sur cette technique qui a été développée dans un article du dernier numéro, hein, puisque c'est le but des lives, c'est de vous faire, de rentrer un petit peu plus dans les détails des articles publiés sur le dernier numéro d'InfoPêche. Donc cet article avait été réalisé avec Michael Lepourceau. Voilà. Ah bah Damien, salut. Kevin Berger, il n'a pas le son. Ah bah si, là, normalement, tout fonctionne. Cette fois-ci, est-ce qu'il n'y a que Kevin qui n'a pas le son? Normalement, Damien essaye de me dire si ça fonctionne. Normalement, là, on devrait avoir le son. Moi, en tout cas, j'ai le retour. Tout fonctionne ici. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Francky, bonsoir. Voilà. Maintenant, ça a l'air de fonctionner. Alors, comme je le disais, on va parler de la pêche aux zig-rig. Alors, avant toute chose, on va peut-être expliquer ce que c'est que la pêche aux zig-rig. C'est une technique qui a été donc développée par des carpistes, hein. Un petit peu d'étymologie d'ailleurs au niveau du nom. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le zig-rig? Bah, tout simplement parce que la première personne qui a pêché avec cette technique, c'était un pêcheur anglais, un grand pêcheur anglais qui pêche d'ailleurs pas que la carpe, il pêche aussi beaucoup en mer, qui est d'origine polonaise et son prénom c'était Zig et son nom Grégorek. Donc ça s'écrivait Z-Y-G, mais après phonétiquement on a écrit Zig, Z-I-G. Et donc c'est le nom du prénom, le Zigri vient du prénom de ce pêcheur. Voilà, alors c'est une technique qui permet donc de pêcher en plombée, mais au-dessus du fond, voire très près de la surface. Alors, cet article qu'on a réalisé, on l'a réalisé avec notre ami Michael Lepourceau. Alors Michael Lepourceau, c'est intéressant parce que en fait, c'est un pêcheur qui cumule les connaissances, on va dire, des carpistes en batterie. Merci Kevin, merci de m'avoir rassuré parce que j'ai beaucoup galéré pour remettre le son, mais finalement on peut faire le live ce soir, je suis content, tout va bien. Donc vous pouvez me poser vos questions. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Évidemment, j'essaierai là, je les vois qui s'affichent, vous voyez, sur mon petit écran, donc j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, mais on va donc déjà entrer un petit peu, faire une petite introduction sur ce sujet du zigrig. Donc je parlais de Michael Lepourceau qui connaît aussi bien la pêche en batterie, hein, il est de formation vraiment pêcheur de carpe de spécimens, mais également excellent pêcheur au feeder. Alors il a été même capitaine de l'équipe de France féminine de pêche de la carpe, ils ont été championnes du monde d'ailleurs, et puis il participe au championnat de France de pêche au feeder, il a fait même 4 fois de suite quatrième au pied du podium. Il n'a pas de réussite, mais il a été aussi en équipe de France pendant une période. Donc voilà, il cumule les compétences vraiment des deux types de pêcheurs. Et c'est pour ça qu'il est aussi fort d'ailleurs aux Y. Vous avez pu le voir si vous avez suivi d'ailleurs la compétition que j'avais suivie en live, la Shimano Aero Cup, qui avait été remportée d'ailleurs par Michael Lepourceau et son coéquipier Julien Genex devant deux équipes de pêcheurs très expérimentés au feeder, puisqu'on avait Johan Housset et Romain Foiratier d'une part, et puis Michael Letcher et Christophe Catlin d'autre part. Donc on voit qu'il y avait vraiment une bagarre, on va dire, entre pêcheurs au feeder. Alors le règlement était un petit peu particulier parce qu'il faut dire que normalement la pêche aux zig, donc telle qu'elle est pratiquée par les carpistes, se pratique au plomb. Hein, donc ils pêchent au plomb avec un long bas de ligne, on va en reparler, qui permet de décoller l'èche du fond. Mais ils amorcent avec des spods ou des spombes, c'est-à-dire des sortes de missiles qui s'ouvrent en surface et qui libèrent tous les appâts en surface. Donc c'est une pêche très active, hein, c'est une pêche de carpe. On a tendance à voir toujours les pêcheurs de carpe se reposer sur leur baie de chair, mais là c'est une pêche où il faut beaucoup lancer, souvent très loin avec des grosses pompes qui sont lourdes, donc c'est très physique. Et en fait, le but est de créer une sorte de tâche d'amorce ou d'appât qui va stagner en surface pour évidemment intéresser les carpes qui se trouvent en surface. Alors,
Bonsoir Christian, bonsoir Miguel, bonsoir Gérard. Je vois que vous êtes tous arrivés maintenant avec encore une fois toutes mes excuses pour ce petit retard, mais on a résolu le problème de son. Donc on va faire comme on fait à chaque fois, c'est-à-dire on va d'abord écouter le pêcheur avec lequel j'ai réalisé cet article, donc en l'occurrence Mickaël Le Pourceau, qui va nous donner ses 5 conseils pour ce type de pêche, et puis ensuite on discutera montage, appât, tactique, etc. Donc place au conseil de Mickaël. Mes 5 conseils pour pêcher au feeder, méthode feeder ou au zig feeder. Déjà, quand on arrive sur le plan d'eau, c'est le premier conseil de bien repérer où sont les poissons, s'il y a une zone où ils se manifestent et s'ils sont en surface ou pas, s'il y a des fouilles, pour déjà avoir une petite idée de si on va aborder le plan d'eau, si on aura besoin du zig notamment qui va permettre de pêcher des poissons entre deux eaux ou aux surfaces. La deuxième chose, c'est quand on a repéré la zone où il y a les poissons, c'est de bien sonder. C'est important de bien sonder parce que les poissons au zig, on peut les prendre un peu partout. Par contre, si à un moment donné, on a besoin d'aller pêcher sur le fond, s'il y a une zone de cailloux au milieu de la vase ou une zone de sable au milieu des cailloux, quelque chose de différent, il faut pouvoir la trouver pour pêcher dessus. Donc ça, c'est important. Ensuite, le troisième conseil pour pêcher avec notamment au zig feeder, ça va être de pouvoir mettre une amorce qui va se retirer très rapidement de la cage, parce qu'on va amorcer avec des cages, pour faire une colonne. Mon amorce, quand le feeder touche, si je ferre, doit déjà se libérer en grande partie du feeder pour créer une colonne sur l'ensemble du plan d'eau. Le quatrième conseil, pour pêcher aux méthodes feeder, je fais une torsade de 30 à 50 cm sur lequel sera le méthode feeder. Cette torsade elle a plusieurs avantages. Ça évite que si jamais ma ligne se libère du méthode feeder en lançant, l'hameçon s'en mêle. Ça permet de bien plaquer la ligne au fond en détendant le fil parce que ça fait un léger surpoids et on peut même mettre un peu une chevrotine ou de la pâte plombée en haut de la torsade. Et ça a un troisième avantage, c'est que si jamais un poisson se prend le fil dans la dorsale, ça coupe moins vite le fil, comme ça arrive notamment dans des endroits où on a des carpes sauvages. Cinquième conseil, par rapport à pêcher au feeder au zig, c'est ne pas hésiter à varier les longueurs de bas de ligne, sachant qu'au feeder, on ne pourra jamais avoir des bas de ligne aussi grands qu'avec des cannes à carpe, et d'avoir une canne feeder qui ne soit pas non plus trop souple, parce que du coup, pour épuiser les poissons, il va falloir compter sur la longueur du bas de ligne. Donc si vous avez un bas de ligne de 2 mètres et que la canne fait 3,60 et est trop souple, pour mettre le poisson à l'épuisette, c'est mission impossible sur des gros poissons. Donc moi j'utilise des cannes de 3,90 m relativement puissantes à action plutôt de pointe ou de milieu. Merci à tous et je vous souhaite de belles réussites en allant pêcher les carpes sur ces techniques. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu en détail. Alors, parmi les conseils de Mickaël, il y en a un qui concerne la pêche aux méthodes. C'est vrai que dans l'article, il nous avait parlé également d'une pêche aux méthodes. Il avait fait 2 pêches. Il avait fait d'abord une pêche aux zig, mais il avait aussi pêché un petit peu en bordure aux méthodes feeder. Mais on va pas le traiter aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur cette pêche aux zig, qui, je le rappelle, est très peu quand même encore utilisée par les pêcheurs au cou. Mais c'est une technique absolument meurtrière pour prendre les carpes quand elles se trouvent à mi-eau, voire près de la surface, tout en pêchant, évidemment, en plombée, donc avec, on va dire, un feeder. Parce que pour pêcher les carpes en surface, nous, on a soit, nous pêcheurs au cou, je vais dire, on a soit la pêche à la canne, à l'agrainage, avec un petit flotteur, mais il faut que les poissons soient autour de 13 mètres du bord, au maximum, ou alors on a le pellet waggler, qui permet de pêcher avec un petit waggler et puis en fondant des pelets. Mais même en utilisant des pelets de 8-10 mm, on va avoir du mal à dépasser les 25-30 mètres. Le gros avantage évidemment du zig, c'est de pouvoir pêcher absolument à toutes les distances. On a vu justement lors de la compétition qui avait été remportée par Mickaël que Johan Housset ou d'autres ont pêché à plus de 80 mètres du bord. Donc c'est quand même la seule technique qui permet de prendre des poissons en surface à très grande distance, et Dieu sait si les carpes ont tendance des fois
soit se tenir très loin du bord, parce qu'elles peuvent être amorcées aussi toute l'année assez loin du bord, donc elles ont tendance à rester au large, soit simplement parce qu'elles finissent par être méfiantes et elles reculent. C'est exactement ce qui s'était passé pendant la compétition. Les pêcheurs commençaient à prendre du poisson à 40-50 mètres, puis au fur et à mesure, c'était 60, 70, 80 et presque 100 mètres en fin de manche. Bonjour à tous, bonjour Franck, bonjour Dominique. Alors, on va peut-être revenir tout d'abord sur les deux premiers conseils de Michael, qui sont pour moi très intéressants. Et c'est vrai que nous, en tant que pêcheurs au cou, on n'a pas tellement tendance à passer du temps avant de choisir notre poste de pêche. Hein. On a tendance souvent à se mettre déjà, parce qu'on a beaucoup de matériel, pas trop loin de la voiture. Ou alors pour les compétiteurs, bah, on ne choisit pas, on nous donne un numéro, donc on pêche là. Donc on n'a pas trop cette habitude qu'ont les pêcheurs de spécimens et les pêcheurs de carpes en particulier, de prendre le temps d'observer un plan d'eau avant de commencer à pêcher. Et donc Michael, qui lui encore une fois est carpiste, nous explique que c'est vraiment fondamental parce que les carpes ne sont pas réparties de manière uniforme dans un plan d'eau. Donc il faut d'abord se poser avant de sortir tout le matériel et regarder un petit peu la surface. Essayer de voir évidemment les sauts de poisson, des fouilles, des mouvements, regarder la direction du vent, essayer de deviner un peu les fonds avec les couleurs d'eau. On peut en général voir quelles sont les zones profondes ou simplement en observant un peu la forme de la berge, voir s'il y a des obstacles, etc. Donc passer un petit moment quand même à tourner autour du plan d'eau pour essayer de voir quelles sont les zones les plus favorables. Évidemment, puisque le zigrig est destiné à pêcher près de la surface, le plus souvent, c'est les sauts de poisson qui sont intéressants, parce que ça veut dire qu'ils sont déjà près de la surface. Ensuite, le point important qu'il a souligné, c'est le sondage. Alors le sondage, c'est un grand sujet en particulier pour les pêcheurs au feeder. Hein. Au coup, c'est relativement simple. On a notre sonde qui est pile à la verticale du sion, donc c'est pas trop compliqué. En revanche, au feeder, ça le devient un peu plus. Alors, il y a des techniques qui consistent simplement à compter combien de temps le feeder met à descendre, à traverser toute la couche d'eau pour avoir une évaluation du fond, mais c'est relativement imprécis quand même, il faut avouer. Et puis, après, on essaye de gratter un peu le fond avec un feeder ou un petit plomb. La technique qu'utilisent les carpistes, et donc celle qu'utilise également Michael Le Pourceau, est à mon avis beaucoup plus pertinente et je pense qu'on devrait s'en inspirer, nous pêcheurs au feeder. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle un marker float, qui est une sorte de gros flotteur coulissant. Ils ont une canne spécifique qui se termine avec un gros plomb, souvent avec des aspérités, hein, qui va permettre ensuite, en le raclant sur le fond, de bien sentir si c'est des fonds de vase, des fonds de sable, s'il y a des herbiers, des branches, des rochers, des choses comme ça. Mais ce flotteur coulissant, évidemment, lui, il va remonter en surface. Et donc, on peut estimer ensuite en moulinant pour ramener la ligne de combien le fil, en relâchant le fil du moulinet, on peut très bien calculer à 5 cm près quelle est la profondeur. Donc c'est un système relativement simple, hein, franchement c'est juste un flotteur coulissant et puis un gros plomb. Alors ils utilisent des cannes relativement puissantes et de la tresse sur le moulinet parce que encore une fois c'est un plomb assez lourd, c'est du matériel assez lourd. Et puis bon, on est là pour sonder, pour racler le fond, donc si jamais on accroche, il faut pouvoir un peu tirer là-dessus. Mais c'est une technique, je pense, qui vaut le coup. Alors, je sais que certains utilisent maintenant des sondeurs du type, comment ça s'appelle déjà, les dippers, voilà, qui donnent une idée relativement précise de la profondeur. On peut voir les poissons, mais je ne sais pas si c'est véritablement très fiable à ce niveau-là. En revanche, ça ne donne pas d'idée vraiment de la nature du fond. Hein. Vous ne saurez pas avec un dipper si c'est du sable, des graviers, de la vase, etc. Alors qu'avec ce marker float, vous pourrez avoir une idée vraiment très 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 précise de la nature du fond. Donc quand on est allé faire notre sujet avec Michael, ou quand il a pêché à la compétition Shimano d'ailleurs, il a passé beaucoup de temps à sonder avec son marker float, en particulier pour essayer de trouver des zones avec des fonds de cailloux et des fonds de sable. Hein. Les temps où il a pêché, comme beaucoup d'étangs, il y a des fonds plutôt vaseux, et le but pour lui est de rechercher un fond de cailloux.
je voudrais bien une recette d'amorce comme au Shimano. Ah bah, 2 secondes, Miguel. On va en parler un peu plus tard de l'amorce. On va d'abord parler du sondage, parce que c'est l'élément, encore une fois, primordial. Ça paraît paradoxal parce que vous allez pêcher près de la surface, donc vous pouvez vous dire, bah, s'il y a de la vase ou des cailloux sur le fond, qu'est-ce que ça peut faire, puisque de toute façon, je pêche au-dessus du fond. Bah, pas du tout. D'après, en tout cas, Michael, c'est un élément très important, tout simplement parce que c'est des zones où se tiennent naturellement les poissons. Ça me fait toujours penser à ce que dit le grand champion anglais William Reason. Il dit, les carpes, il faut les pêcher là où elles sont. C'est pas à vous, avec votre amorçage, qui allez leur faire changer d'avis. Si elles ont décidé d'être en surface, vous pouvez toujours amorcer au fond. Elles iront pas au fond, elles resteront en surface. Et si elles sont sur une zone de cailloux, même si elles se trimballent entre deux eaux, elles vont rester dans cette zone. Elles n'iront pas au-dessus des fonds de vase. Donc, si vous pêchez en étang ou en lac, recherchez ces fonds plutôt propres, qui sont en général les endroits où se tiennent les carpes, plutôt que sur les fonds très vaseux. Donc voilà, tiens, bonsoir 6PO, un pêcheur de spécimens. Je vois qu'il y a beaucoup d'amateurs de gros poissons ce soir. C'est un peu normal, c'est un peu le thème du jour. Donc, première chose, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous, pêcheurs au cou, on a tendance à un peu bâcler cette étape. Enfin, en tout cas, pêcheurs au feeder, on a un peu tendance à bâcler cette étape qui est la reconnaissance du plan d'eau avant de choisir son poste. Ensuite, le sondage pour avoir une idée de la profondeur, évidemment, du profil général du fond, du bord jusqu'au large. Et puis, la nature du fond, parce que même si vous pêchez entre deux eaux ou en surface, la nature du fond a de l'importance. Alors, ensuite, on a la partie matérielle. Alors, la partie matérielle, c'est évidemment assez spécifique. La première chose, c'est la canne que vous allez devoir utiliser pour pêcher aux zigrigs. Aux zigrigs, le principe est d'avoir un bas de ligne de la longueur correspondant à la hauteur à laquelle vous voulez que votre rêche soit décollée du fond. Pour dire encore plus simple, si vous voulez pêcher 1 mètre au-dessus du fond, vous avez un bas de ligne d'1 mètre, ou 2 mètres au-dessus du fond, un bas de ligne de 2 mètres, etc. Donc vous pouvez assez rapidement vous retrouver à utiliser des bas de ligne qui vont être longs. Ils vont faire souvent 2 mètres, 2 mètres 50. Donc pour le lancer, ça complique un petit peu les choses évidemment. Hein. C'est pas comme quand on pêche au feeder avec un bas de ligne de 60-80. Déjà, des fois, c'est un peu délicat derrière pour lancer. Donc au zig, l'un des premiers problèmes auxquels on est confronté, c'est le lancer à cause de ce très long bas de ligne. Donc il est très important d'avoir une canne relativement longue. Donc optez plutôt pour une canne de 13 pieds, 14 pieds, 3,90, 4,20 m à peu près. Et surtout assez rigide. Hein, assez rigide. Alors ça, c'est pas trop pour le lancer, même si ça aide quand même à propulser le montage assez loin, si vous devez pêcher loin. Mais c'est surtout au moment de la mise à l'épuisette. Puisque là encore, vous allez vous retrouver avec un feeder qui va être 2 mètres, 2 mètres 50 au-dessus de l'hameçon, qui va avoir tendance à se balancer au-dessus de la bouche du poisson. Et donc, quand le poisson arrive en bordure pour le mettre à l'épuisette, si vous avez une canne souple et que vous avez 2 mètres à 2 mètres 50 de bas de ligne, vous allez avoir beaucoup de mal à tirer le poisson pour réussir à le faire rentrer dans l'épuisette. C'est un petit peu comme quand on pêche la carpe au cou et avec un élastique creux assez fin. Si on n'avait pas l'élastique strippa, on aurait beaucoup de mal, si on ne pouvait pas le tendre à la main, l'élastique, à mettre la carpe dans l'épuisette. Donc c'est un peu le même principe. Il vous faut quelque chose d'assez rigide. Hein. Les cannes qu'avait utilisées Michael étaient vraiment puissantes. C'était des cannes de 3,90 m, vraiment rigides, avec un tout petit peu de souplesse quand même en pointe, parce que le problème justement, quand un poisson comme ça approche près de l'épuisette avec ce feeder qui se balance au-dessus, c'est qu'il peut y avoir des décrochés. De toute façon, c'est relativement inévitable. D'abord, par la manière dont la carpe va mordre sur l'appât entre deux eaux et en surface, et deuxièmement, à cause de ce feeder qui se balance au-dessus de la bouche du poisson et qui a tendance à faire que l'hameçon se décroche. Donc en pêchant aux zigrigs, on va dire que dans tous les cas, on a quand même un taux de décrochage du poisson qui est plus élevé que pour d'autres techniques. Mais bon, on a beaucoup de touches. Quand ça fonctionne vraiment très bien. Donc on a vu pour la canne. Ensuite, il y a
encore une fois, les pêcheurs de carpe aux Y, ils pêchent au plomb, mais ils amorcent avec des spods. Donc là, on va s'en tenir à la technique, pour nous, pêcheurs au feeder, qui consiste donc du coup à remplacer le spot, puisqu'on ne l'utilise pas dans ce cas-là, par un feeder. Donc on va amorcer la couche d'eau avec un feeder. Donc évidemment, il va falloir utiliser un feeder. Alors, je vais vous montrer ça, je dois l'avoir en photo. Le feeder qu'utilisait Michael, voilà. Donc c'est un ISA pole feeder, vous voyez, avec un plomb terminal qui permet de lancer loin et précis, mais avec un corps avec des mailles en plastique qui sont assez larges, une base aussi qui est relativement ouverte. Donc ça va permettre de relâcher assez rapidement le mélange d'amorce dès l'impact en surface, puisque le but, encore une fois, est d'amorcer là où se trouvent les poissons. Si vos poissons se trouvent entre la surface et 1 mètre ou 1,50 m sous la surface, évidemment, il faut que vos appâts ne restent pas dans le feeder jusqu'à ce que le feeder arrive au fond, parce que lui, il va arriver au fond. Alors ensuite, vous avez ce fameux bas de ligne qui, lui, va remonter vers la surface. Donc, encore une fois, la longueur du bas de ligne dépend de la hauteur à laquelle se trouvent les poissons. C'est pour ça que dans les conseils que nous donnait Michael, évidemment, il parlait de la longueur du bas de ligne et qu'il fallait l'ajuster en cours de pêche en fonction de la nature des touches, etc. Donc il faut chercher. C'est exactement comme une pêche au flotteur où vous changez de fond. Hein. Des fois vous pêchez décollé, des fois vous faites traîner de 20 cm. C'est la même chose, sauf que là les écarts sont un peu plus grands. Vous n'allez pas rallonger votre bas de ligne de 12 cm ou de 15 cm. En général, vous faites par étape de 50 cm. Vous commencez avec un bas de ligne d'1,50 m par exemple, puis si vous n'avez pas trop de touches, vous dites peut-être les poissons sont plus en surface et vous passez à 2 mètres. Ou à l'inverse, vous passez à 1 mètre. Voilà. Donc, vous avez ce bas de ligne. Alors, on va regarder peut-être le montage qui avait été détaillé dans le magazine. Je vais le mettre ici, là, sur le côté, ici, là, voilà, vous le voyez. Donc, on voit qu'on a ce feeder. Hein. Alors, sur le dessin, l'amorce, elle a tendance plutôt à remonter du feeder vers la surface, mais c'est pas tellement ça en fait. Il faut que l'amorce sorte du feeder plutôt en surface. Évidemment, s'il reste un peu d'amorce, il vaut mieux que ce soit des particules qui aient tendance à remonter vers la surface, dans tous les cas. Et puis vous avez ce long bas de ligne qui se termine par un hameçon avec un montage aux cheveux et une èche. Alors, la partie tressée de la ligne est au-dessus du feeder, si j'ai bien vu sur la photo. Alors en fait, on a le corps de ligne, une partie torsadée sur laquelle coulisse librement le feeder. Hein. Donc il a une partie torsadée de 20-30 cm sur laquelle coulisse le feeder. Donc il vient ensuite embuter contre une agrafe toute simple, sur laquelle, qui est recouverte en général d'un anti-tangle, tout ça, ça permet d'avoir un montage un peu plus net, sans aspérité, parce que sinon ça risque, plus on laisse un embryon ou des agrafes nus comme ça risque d'augmenter les risques d'emmêlement. Donc on a la partie torsadée sur laquelle coulisse le feeder. Je vais peut-être remettre le dessin pour vous montrer ça. Donc la partie torsadée, je vais peut-être remettre plutôt la photo, voilà. Vous voyez la partie torsadée et ensuite le feeder qui est monté sur un embryon à agrafe qui vient embuter. Et puis ensuite, vous avez une agrafe, voyez, sur laquelle est ensuite monté le bas de ligne. Donc c'est un montage coulissant tout simple. Hein. Et puis ensuite, ça se termine par un hameçon qui va varier en fonction du type d'èche que vous allez utiliser. Évidemment, il ne faut pas utiliser un hameçon trop lourd qui risquerait de faire couler l'èche. Hein. Le but est d'utiliser vraiment une èche qui flotte beaucoup, d'où l'utilisation en majorité de ce qu'on appelle les pop-up, hein, qui sont des bouillettes flottantes. Alors en général, pour nous, pour le type de pêche qu'on pratique, on va utiliser un pop-up de 8-10 mm, on va dire, sur un hameçon 10-12. Donc encore une fois monté sur un cheveu, en sachant que les carpistes, eux, utilisent souvent des imitations d'insectes, un peu comme des mouches, hein, des pêcheurs à la mouche, des imitations d'insectes, voire simplement un cube de mousse qui est découpé au ciseau et qui est imprégné ensuite d'un additif pour lui donner un goût. Mais enfin, d'après la plupart des carpistes, et je leur fais confiance, c'est plutôt la taille et la couleur qui importent plutôt que le goût qu'on pourrait mettre dans l'appât.
idem pour les pop-up d'ailleurs, on l'a vu à la compétition Shimano. La couleur et le diamètre avaient une importance sur la détection des touches, hein. C'est un peu logique parce que c'est plus un leurre qu'un appât que la carpe va venir manger, hein, il faut bien se dire. Donc la couleur, ça va être plutôt un réflexe d'attaque. Elle arrive. Les poissons sont très mobiles, hein, quand ils sont entre deux eaux en surface comme ça. Ils ne sont pas comme sur le fond où ils arrivent tranquillement, ils fouillent le fond, ils prennent une graine, ils la recrachent, etc. Là, c'est pas la même chose. Leur manière de se nourrir est pas du tout la même. C'est des poissons très mobiles, donc ils voient d'un seul coup un appât d'une couleur vive, jaune, noir, rouge, rose fluo, et ils viennent le prendre presque de manière agressive, hein. Les touches sont assez violentes quand on pêche aux Y. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo, on va peut-être la mettre dès maintenant, d'action de pêche de Michael Le Pourceau que j'avais tourné vite fait quand on avait fait le reportage. Vous allez voir que souvent les touches, eh ben, elles interviennent quasiment instantanément. Alors, je vais mettre la petite vidéo, vous allez le voir, vous allez le voir en action. Voilà. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, il lançait. Là, il pêchait à peu près à 60-70 mètres. Le contrôle de la ligne, alors il pose pas la canne feeder tout de suite, il tient la canne à la main, hein, puisque la touche souvent intervient assez rapidement. Là on voit le son, hop, ça y est, c'est la touche. Donc vous voyez que ça n'a pas traîné, hein, c'est logique puisque vous prenez des poissons qui sont près de la surface. Donc ça sert à rien de laisser le montage en place pendant 10 minutes, hein. Donc vous lancez, vous tenez la canne à la main, en général s'il y a une touche, elle intervient dans les 2-3 minutes, hein, pendant que l'amorce travaille et puis que les carpes sont un peu folles dans le nuage d'appât. Voilà, donc en fait le jour où on a fait le reportage, Michael il nous a fait ça quasiment toute la journée, ça était presque monotone. À chaque lancer il y avait une carpe, vous voyez qu'il utilise quand même du matériel solide, un gros moulinet, avec un bon 25 centièmes sur le moulinet, et puis une canne puissante et rigide pour la mise à l'eau, voilà, des carpes. Voilà, beau poisson. Alors, on en revient peut-être donc, on a vu le montage en détail, on a vu les bas de ligne, le type d'èche qu'on utilise. Alors encore une fois, nous on va utiliser plutôt des pop-up, hein, les imitations d'insectes, les choses comme ça. Bon, pourquoi pas, mais on est plus sur une pêche au feeder. On ne crée pas un nuage aussi intense que les carpistes qui pêchent au spot. Alors, vous pouvez aussi pêcher au spot, hein, c'est interdit en général en compétition. C'est pour ça que lors de la Shimano Aero Cup, les pêcheurs ne l'ont pas utilisé, mais à la rigueur, rien ne vous empêche de le faire. Mais c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes obligé d'avoir deux cannes, d'avoir un gros rythme d'amorçage avec cette canne de spot, ensuite de lancer votre canne avec le plomb. Enfin bon, ça devient très physique et vraiment très actif. Donc je pense que pour nous pêcheurs au feeder, l'idée c'est quand même plutôt de développer une technique avec un feeder. Encore une fois, dans tous les cas, utiliser un feeder donc à plomb terminal, parce que c'est des pêches qu'on pratique quand même relativement loin, mais surtout un corps relativement gros, mais avec des mailles importantes pour que l'amorce s'échappe rapidement du feeder. Il faut absolument que les 3/4 de l'amorce, je dirais, sortent du feeder dans les 1 mètre, 1 mètre 50 maximum sous la surface. Tout dépend évidemment de la profondeur. Je veux dire que la pêche aux zig n'a pas vraiment d'intérêt si vous pêchez dans des plans d'eau où il y a moins d'1 mètre d'eau. La pêche aux zig, c'est quand même à partir de 2 mètres, 3 mètres et plus que ça devient intéressant. Mais après, quand on pêche dans des lacs très profonds, le gros problème, c'est que si vous pêchez dans un fond qui fait 5-6 mètres et que les poissons sont 1 mètre sous la surface, vous allez devoir utiliser un bas de ligne de 4 à 5 mètres. Et là, ça complique les choses au niveau du lancer. Alors, c'est toujours possible, hein. Vous pouvez très bien avoir un seau derrière vous, ce que font souvent les carpistes, dans lequel vous mettez votre bas de ligne, et puis vous lancez, et évidemment le bas de ligne se déroule du seau. Vous ne risquez pas d'accrocher les choses derrière, mais ça demande un peu d'entraînement déjà, c'est un peu compliqué. Donc l'idéal, à mon avis, pour commencer,
c'est de pêcher sur des plans d'eau où la profondeur est de 3 mètres, 3 mètres 50. Donc vous aurez un bas de ligne d'autour de 2 mètres, 2 mètres 50 grand maximum. Et là, ce sera relativement confortable à lancer, à condition, encore une fois, d'utiliser une canne rigide et plutôt longue. Alors, on a vu les montages, on va parler peut-être des appâts. Parce que, évidemment, il faut avoir quelque chose qui travaille près de la surface, on l'a dit. Alors, c'était assez intéressant d'ailleurs de voir les différences d'amorces qui ont été utilisées à la Shimano Aero Cup, puisque on avait deux équipes de pêcheurs de l'équipe de France Feeder, avec Romain Foiraté, Johan Housset, et puis Christophe Catelin, Michael Letcher, qui ont utilisé finalement des amorces assez conventionnelles au feeder, à base de céréales, chapelures, biscuits, etc. Alors pour donner un peu de gradulométrie et puis faire éclater un peu l'amorce en surface, ils ont ajouté pas mal de chènevis en grains, hein, c'est une bonne combine d'ajouter des particules, comme disent les carpistes, pour que l'amorce évidemment explose plus naturellement en surface. Il faut trouver la bonne mécanique, hein, c'est comme la pêche au cou. Le plus important, c'est dans l'amorce, c'est la mécanique. Donc là, il nous faut une mécanique assez particulière, c'est-à-dire qu'il faut un mélange qui soit suffisamment collant pour pouvoir lancer à 60-80 mètres sans que l'amorce elle sorte du feeder, évidemment. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit trop collante, sinon votre feeder il va arriver plein sur le fond et c'est pas là que vous allez pêcher les carpes. Donc il faut trouver la bonne balance. Et encore une fois, Michael Le Pourceau et Julien Genex ont utilisé par exemple un mélange beaucoup plus inspiré, on va dire, de ce que font les carpistes. Donc ils ont fait un mélange un peu des deux. Ils ont pris une base d'amorce de chez C.C. Moore, hein, qui est une marque très réputée auprès des carpistes, qui est donc une amorce très riche, hein, qui est à base de farine de poisson, avec de la bétaïne, avec des protéines, de lait de veau, des choses comme ça. Donc une amorce assez grossière, mais très riche, à laquelle ils ont ensuite ajouté de la Sensas 3000 anglaise, hein, pour avoir un effet un peu plus collant. C'est une amorce quand même un peu collante, il y a pas mal de PV1 dans cette amorce, elle est faite pour lancer des boules à la fronde, donc ça permet d'avoir une tenue à l'ensemble. Et puis, ils ont rajouté de la Champion Feed Wonder Mix, qui est une amorce intéressante parce qu'elle est assez grossière, mais quand on la surmouille, elle n'a pas tendance à devenir très collante. Il y a beaucoup d'amorces qui, quand on les mouille un peu trop, tout de suite ça devient du béton, hein. Si vous faites la même chose par exemple avec l'amorce anglaise de chez Sensas, forcément plus vous allez mouiller, plus vous allez vous retrouver quelque chose de très dur. Et c'est quand même pas le but. Donc il a mélangé, encore une fois, de l'amorce C.C. Moore, une amorce à carpe typique, très riche, protéines, farine de poisson, etc. Très grossière, avec un petit peu quand même de Sensas anglaise pour que ça colle, et de la Wonder Mix de chez Champion Feed pour avoir cette souplesse dans le mélange, une fois mouillé, de pouvoir rajouter un peu plus d'eau que normal, mais sans avoir quelque chose de très collant. Quand on arrive à avoir cette combinaison, c'est-à-dire une amorce assez souple, qui tient quand même dans le feeder, mais comme elle est relativement mouillée, dès qu'elle touche l'eau, elle a tendance à éclater beaucoup plus rapidement, on obtient exactement ce qu'on souhaite, c'est-à-dire un nuage de particules d'amorce qui vont tomber assez doucement, surtout avec des particules qui sont bien mouillées. Forcément, leur densité est plus proche de celle de l'eau, donc ils vont avoir tendance à stagner plus longtemps dans la couche d'eau. Bonjour Michel. Des vacances? Non, pas encore. Non, là, loin de là, parce que cet été, il y a beaucoup de choses à vous faire voir en termes de compétition et de live. Donc, je continue. Alors, ça, c'est pas tout. Ça, c'est la base de son amorce, de l'amorce. Mais il va rajouter évidemment encore une fois, ce que les carpistes appellent des particules. Donc, il rajoute des bouillettes broyées. Donc, il y a des broyeurs, hein, à bouillettes qu'on trouve dans les rayons carpistes, tout simple. C'est des sortes de boîtiers ronds avec des pics à l'intérieur. Vous mettez les bouillettes dedans, vous tournez les deux faces du broyeur et vous obtenez des bouillettes broyées. Vous pouvez utiliser ça pour d'autres choses. Il y en a qui l'utilisent par exemple pour le pain d'épices, pour
pour broyer du pain d'épices ou des tourteaux, même des pelets, on peut les broyer avec ce type d'engin. Donc, en tout cas, Michael, lui, a broyé des bouillettes, donc il va avoir des particules assez grossières. Et en plus, il choisit des bouillettes souvent de couleur assez vive. Ça va créer des petites particules de bouillettes qui vont descendre doucement, encore une fois, dans la couche d'eau et qui vont avoir une couleur vive, donc qui vont attirer et exciter les poissons, hein. Encore une fois, c'est une pêche d'excitation parce qu'on est sur des poissons qui sont très mobiles en surface, donc il faut jouer beaucoup plus sur la taille et la couleur des appâts plutôt que sur le goût, parce que c'est ça qui va les attirer. C'est bien en direct, Thierry. Oui, oui. Si tu as des questions, Thierry, on est en direct. Les replays, c'est pour plus tard. Je les mets sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez les revoir. En tout cas, ceux qui n'étaient pas dispo pour le direct peuvent toujours les revoir en replay. Donc, on avait des bouillettes broyées, mais également, il a rajouté une bonne dose. Alors, je vais vous les montrer. J'ai une petite photo où on voit tous ces appâts. Donc, vous voyez, ensuite, il a rajouté des pelettes de 3 et 6 mm de différentes couleurs. Vous voyez que là encore, il va jouer sur les couleurs. Il a mis des pelettes rouges, des pelettes beaucoup plus foncées, des diamètres différents, des 3 et 6 mm. Et puis, il a humidifié d'abord tous ces pellets avec des huiles, hein, encore une fois, des additifs qui sont des additifs de carpistes de la gamme CC Moore. Donc, qui sont des produits très gras, hein. Alors, les pêcheurs au cou qui ont participé à la Shimano ont fait un peu la même chose. Romain, je sais qu'il a mis, avec Johan, pas mal d'huile de chène-vie, donc l'idée était un peu la même. L'huile est évidemment très intéressante pour ce type de pêche, parce qu'elle va avoir tendance à ralentir la descente des particules d'amorce ou des pelets ou des brisures de bouillettes. Donc, s'ils sont enrobés d'huile, ils vont descendre beaucoup plus lentement. Et donc, l'idée est toujours la même. Essayer d'avoir un maximum de particules qui stagnent près de la surface ou entre deux eaux, et pas des trucs qui s'échapperaient du feeder, mais qui ensuite tomberaient rapidement sur le fond. Ça n'a pas grand intérêt. Donc, on voit qu'on a des amorces qui sont quand même bien conçues au niveau de la mécanique. Ah bah oui, Thierry, effectivement, alors c'était prévu à 18h, mais il y a eu un problème de son, un problème technique, donc il a fallu que je refasse une mise à jour, et donc tout fonctionne. Alors Damien, qu'est-ce qu'il nous dit? Le gras du pellet va remonter en surface et créer une collotte de bas en haut, c'est exactement ça. On cherche à avoir, donc si je résume, le type d'amorce qu'il faut utiliser au zig, c'est une amorce grossière, hein, grosse particule, un peu toutes les tailles, avec des pelets, des brisures de bouillettes, même dans l'amorce, des particules de tourteau, des choses comme ça. Mouiller l'ensemble relativement fort, hein, un peu plus que la normale, afin d'avoir quelque chose de souple qui va coller suffisamment pour être lancé à 60-80 mètres, mais qui, une fois que le feeder va heurter la surface, surtout, encore une fois, si vous utilisez le bon type de feeder, c'est-à-dire un feeder à grosse maille, j'insiste, ça va donc s'échapper relativement vite du feeder. Et comme le tout est enrichi beaucoup avec des huiles, tout ça va stagner beaucoup en surface. Plus, vous avez ces particules de couleur qui peuvent être soit dépelées, encore une fois, comme Michael l'a fait, rouge et noir ou marron, et puis ces brisures de bouillettes, hein, il avait utilisé, je me souviens, des bouillettes un petit peu orange, rosé, donc un petit peu presque des couleurs fluo, et ça faisait des toutes petites particules, un peu, j'imagine qu'on pourrait mettre par exemple du pastoncino aussi, rouge ou jaune. Je pense que ce serait une bonne solution. Bonsoir. Oui, non, j'espère que vous n'avez pas loupé. De toute façon, encore une fois, vous allez pouvoir suivre en replay sur la chaîne YouTube l'ensemble de ce live. Donc, on a vu les amorces à utiliser, hein, c'est vraiment une mécanique qui est très importante. Donc, si je résume, la pêche au zig est relativement simple, mais elle demande un matériel et des appâts super précis. Donc, si on résume tout ce que nous a dit Michael, c'est d'abord, vous arrivez au bord de l'eau, vous regardez le plan d'eau. Vous essayez de voir où est-ce que ça saute, où est-ce que ça saute pas les carpes, hein.
parce qu'elles ne vont pas être réparties uniformément. Une fois que vous avez trouvé une zone qui vous semble favorable, parce que vous avez un vent de face, parce que vous avez sauté des carpes, parce que le fond paraît sympa, vous y allez avec votre marqueur flotte, si possible, ou alors vous sondez avec un plomb, avec votre canne feeder, mais l'idéal, encore une fois, c'est un marqueur flotte. Franchement, c'est vraiment super précis et ça donne vraiment une très bonne idée de la nature des fonds. Vous essayez de trouver un haut fond, une zone avec des graviers ou des rochers. Voilà. Tout ça, c'est des coins favorables. Hein. Vous ne mettez pas au milieu un endroit où il y a un gros trou et c'est rempli de vases. C'est pas là qu'il faudra pêcher aux aigrilles. Ensuite, vous utilisez un matériel solide avec une canne longue, une canne de 3,90 voire 4,20 m, rigide. Hein, là, il n'y a pas de place pour les cannes paraboliques parce que sinon vous allez mettre 30 plombes pour sortir votre carpe, vous n'y arriverez pas. Et en plus, au lancer, vous aurez aussi du mal avec la longueur du bas de ligne. Donc une canne rigide, un gros moulinet rempli avec un bon 25 centièmes. De toute façon, le fil sur le moulinet, la carpe, elle ne le voit pas. Hein, vu la longueur du bas de ligne, vous pouvez avoir ce que vous voulez sur le moulinet. Utilisez un fil solide avec lequel vous êtes confiant, vous pourrez lancer sans casser. Ensuite, donc un feeder, corps plastique, plomb plutôt terminal et surtout des mailles larges et une bonne capacité. Il ne faut pas commencer à pêcher avec des tout petits feeders parce que là, le but, c'est pas de déposer 3 asticots et 2 grains de maïs sur le fond. Le but, c'est de créer un nuage d'appât en surface et entre deux eaux, et un nuage qui tient longtemps, parce que effectivement, si les appâts ils retombent parce que vous n'en avez pas mis beaucoup, et puis ben, va falloir passer votre temps à lancer et jamais à pêcher. Dans tous les cas, le rythme du lancer, il est relativement soutenu. Hein. On ne laisse pas la ligne plus de 5 minutes en pêchant aux aigrilles en place. Hein. Déjà, même 5 minutes, c'est relativement long. Bon, on a vu tout à l'heure dans le petit film que quand il y a du poisson, de toute façon, vous n'aurez pas à attendre 5 minutes, hein, parce que les poissons sont, encore une fois, très agressifs quand ils sont entre deux eaux. Ils bougent beaucoup, donc quand ils voient passer quelque chose, une neiche à portée qui attire leur œil parce que la couleur, parce que la forme, tout de suite ils l'aspirent. Hein. Encore une fois, presque ils attaquent ça un peu comme un leurre. Donc les touches ne sont pas délicates du tout. Hein. On a vu tout à l'heure dans la vidéo. On sent dans la canne tout de suite le poisson qui tire. Hein. Alors on prend contact en fait, il n'y a pas vraiment un ferrage, hein, parce que le poisson se pique quasiment tout seul, c'est un montage aux cheveux, donc il se pique tout seul, surtout qu'il bouge assez vite, donc il prend en nageant rapidement lèche, donc tout de suite il se pique tout seul au coin des lèvres. Alors, je vois une question de Gilles. Si le vent vient à se lever, n'y a-t-il pas un risque que l'amorçage se déplace? Alors, et oui, il peut y avoir effectivement des courants contre-courants. Évidemment, en lac, et souvent on les sous-estime. Mais déjà, le plus souvent, quand même, ils sont sensibles dans une masse d'eau générale en surface. C'est un peu moins le cas, sauf vraiment la zone vraiment très près de la surface qui est soumise au vent. Mais dans tous les cas, puisque vous avez un rythme de lancer intense, hein, encore une fois, vous ne laissez pas la ligne plus de 5 minutes en place, donc vous allez recréer un point de fixation à chaque fois que vous allez lancer avec ces particules. En plus, ce n'est pas des particules qui sont... alors c'est un peu délicat à dire, elles sont grosses, mais elles sont relativement denses par l'huile qui les enrobe. Donc elles ne vont pas dériver aussi facilement que des petites particules de farine. Si vous aviez de la farine de maïs ou une poudre traçante, évidemment, là on voit tout de suite, comme c'est des particules extrêmement fines, elles se décalent beaucoup avec le vent. Mais encore une fois, le point le plus important, c'est le rythme du lancer. Là, vous êtes sur un rythme rapide de lancer. C'est une pêche très active. Alors, elle ne demande pas énormément d'appât quand même, hein, moins en tout cas que ce que font les carpistes quand ils amorcent avec leur spod. Mais par exemple, Michael Le Pourceau a été un de ceux qui a utilisé le moins d'amorces pendant la Shimano Aero Cup. Donc, en fait, déjà, il n'y a pas d'amorçage de départ. Vous n'avez pas besoin de faire un tapis sur le fond comme on peut le faire quand on pêche au cou ou quand on pêche au feeder et qu'on veut pêcher sur le fond. Donc là, vous attaquez directement avec votre feeder. Alors, pour lancer le coup, vous pouvez lancer 4-5 fois de suite sans vraiment pêcher pour créer un nuage. Mais ensuite, c'est uniquement le contenu du feeder. Donc, même si vous utilisez un feeder d'assez grande taille, vous n'allez pas utiliser des grandes quantités. Donc de toute façon, avec ce rythme d'amorçage, vous allez maintenir les poissons là où il y aura l'impact.
En plus, la carpe est un poisson qui a tendance à venir beaucoup au bruit, aux vibrations. C'est un poisson relativement curieux, paradoxalement, c'est un poisson qui est peureux, mais en même temps très curieux. Et surtout, il s'habitue assez vite à associer le bruit de l'impact en surface avec un apport de nourriture. Et donc, on crée comme ça une concurrence alimentaire, hein. C'est le secret dans beaucoup de types de pêche. Quand on pêche à l'agrainage, c'est pareil. L'idée, c'est de créer une concurrence alimentaire entre les poissons qui fait que ils se bagarrent pour choper l'appât. Et plus ils se bagarrent, moins ils regardent le diamètre du fil, le type d'hameçon, etc. Et plus les touches sont franches. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de créer cette compétition alimentaire dans des poissons qui sont très mobiles, donc avec ce rappel incessant. Est-ce que l'utilisation des traces en liquide ou en poudre ont un intérêt? Alors encore une fois, le problème de ces traçants, hein, parce que l'idée, effectivement, on peut mettre de la poudre traçante, mais on va créer un nuage qui risque d'amener déjà des petits poissons, hein, parce que c'est très fin, ça fait un nuage. Donc l'idée, c'est quand même pas de ramener des ablettes et des gardonneaux sur le coup. Donc au contraire, on utilise plutôt une amorce grossière, mais qui va travailler en surface. Encore une fois, je l'ai expliqué, à cause de l'huile, à cause de la manière de mouiller les particules, à cause du fait qu'on rajoute des pelés, des bouillettes broyées, etc., qui vont faire travailler l'ensemble. Donc l'idée n'est pas d'avoir une amorce fine qui fait un nuage et puis d'avoir juste une èche au milieu. Vous n'allez pas tenir les carpes si vous jetez une amorce super fine qui fait une grosse tache en surface, vous risquez encore une fois d'attirer les petits poissons. Et les carpes, au bout d'un moment, de nager dans un nuage où elles n'ont rien à bouffer, elles vont dire ciao, à la vista, elles ne vont pas rester sur le coup. Donc il faut quand même apporter quelque chose qui les nourrisse, hein. On a affaire à des poissons qui font plusieurs kilos quand même. Au zig, on prend souvent des très gros poissons. C'est un peu comme au pellet waggler, on prend souvent les gros poissons. Surtout quand il y a cette concurrence alimentaire, forcément, c'est toujours le plus gros qui s'impose quand c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on pique souvent les plus gros poissons parce que c'est les premiers à se jeter sur l'èche qui leur paraît la plus intéressante. On ne peut pas laisser les plus petits la gober avant eux. Donc, on a vu cet aspect du matériel, hein, donc le type de feeder et donc les amorces. Donc je reviens encore une dernière fois là-dessus. Une amorce, l'idéal, c'est quand même, je pense, ce qu'a fait Michael Le Pourceau, c'est-à-dire de combiner un petit peu la mécanique de certaines amorces qu'on utilise pour la pêche au cou avec la richesse et la granulométrie de mélange que les carpistes utilisent. Vous rajoutez ensuite là-dedans des brisures de bouillettes, des pelés de 4, 6, 8 mm, etc. et beaucoup d'huile. Hein. Alors l'huile, elle n'est pas rajoutée dans l'amorce. Hein. Elle est rajoutée dans les pelés à part avant que l'ensemble soit incorporé aux amorces. C'est comme ça qu'en tout cas que Michael Le Pourceau a fait. Alors, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette technique de pêche. C'est une technique de pêche de saison, hein, évidemment. Les carpes en ce moment, surtout avec les chaleurs qu'on a eues, elles ont tendance à se tenir plutôt près de la surface. Donc, c'est une technique, encore une fois, assez simple. Hein. Si vous avez bien retenu ce qu'on a pu dire aujourd'hui, vous pouvez arriver en quelques heures à savoir pêcher aux zigrig. Il n'y a pas besoin d'être d'une précision ultime, puisque encore une fois, c'est des poissons qui sont mobiles, donc vous n'avez pas besoin de lancer sur 50 cm². Si votre lancer il y a un petit peu 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, ou 1 mètre trop loin, 1 mètre trop court, c'est pas un problème. Alors justement, à ce propos, il y a un point que j'ai pas abordé, c'est l'histoire du line clip. Alors, quand même, Michael Le Pourceau pêchait avec un line clip. Je ne suis pas certain, honnêtement, personnellement, si j'avais à pratiquer ce type de pêche, je n'utiliserais pas line clip sur des poissons comme ça, surtout avec le type de touches qui sont assez violentes. Bon, après, il utilise quand même, encore une fois, du 25 centièmes, un bon 25 centièmes sur le moulinet. Avec la distance de pêche à 60-80 mètres, vous avez quand même pas mal d'élasticité dans le nylon. Donc on va dire que la casse à la touche, elle est quand même très très rare. Et il a le temps de déclipser s'il voit qu'il a vraiment un gros poisson. Le fait de pêcher loin donne quand même un certain confort, une certaine sécurité grâce à la longueur de ligne qui est un petit peu élastique quand même. Le nylon, ça absorbe. Évidemment, il ne faut pas pêcher à la tresse.
Donc, on peut utiliser le line clip, hein, Michael Le Pourceau l'utilise. Après, si vous êtes confiant dans la manière dont vous lancez, vous pouvez très bien pêcher sans line clip, puisque, encore une fois, on n'est pas à 1 mètre près au lancer. Donc ça dépend un petit peu de vos choix personnels. L'avantage, évidemment, de ne pas avoir de line clip, c'est si le poisson part en trombe, vous n'avez pas de problème à déclipser, ensuite régler votre distance de pêche, etc. Voilà, donc, encore une fois, désolé pour le petit retard sur ce live. Mais je pense qu'on a quand même pas mal échangé. On arrive finalement au bout d'1 heure. Ça passe quand même très très vite sur ce sujet. Le prochain rendez-vous que je vous donne, ce sera à nouveau un live, mais cette fois-ci sur une compétition, la semaine prochaine. Le samedi et dimanche, je serai sur les Browning Days à Saucourt. Où il y aura les meilleurs pêcheurs de carpe, alors cette fois-ci au cou et au moulinet, puisqu'on a le droit de pêcher au pellet waggler, etc. Et en particulier Bob Nudd et d'autres pêcheurs étrangers. Alors j'en profiterai pour suivre en particulier Bob Nudd et 2 autres pêcheurs anglais qui seront présents. Et on essaiera de suivre tout ça de très près. Ensuite, la semaine prochaine, donc vendredi de la semaine, donc pas vendredi de la semaine prochaine puisque c'est le Browning Days, mais le vendredi suivant, c'est-à-dire le 12 août, nous aurons le dernier live sur un sujet du numéro d'InfoPêche qui concernera le dossier de David Ewing, un dossier super intéressant où il parle des longueurs de bas de ligne et du positionnement du plan de touche, où on voit que ça est en train d'évoluer, où il y a de plus en plus de champions qui pêchent avec des bas de ligne de plus en plus courts, qui n'hésitent même plus à mettre le plomb de touche sur le bas de ligne, chose que pendant des années, on a dit qu'il fallait surtout pas faire. On verra que finalement, c'est pas si idiot que ça. Et puis, le week-end d'après, à la mi-août, ce sera le championnat du monde féminin qui aura lieu à Gravelines. Donc là, je serai sur place dès le jeudi pour commenter les entraînements et suivre cette épreuve majeure du calendrier international. Espérons, on croise les doigts que nos petites Françaises nous ramènent une belle médaille. Et puis donc encore une fois, tous ces lives, si vous les avez loupés, vous n'étiez pas libre au moment où on a fait le direct, ils sont sur notre chaîne YouTube InfoPêche. Donc vous pouvez les consulter, je les mets 2-3 jours après le live. Elles sont en ligne sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez les consulter, même celles qui sont déjà passées. On est en train d'ailleurs d'étoffer cette chaîne YouTube avec en particulier des sujets avec King Alan, le fameux Alan Scotthorne, 5 fois champion du monde individuel, qu'on ne présente plus. Donc on met régulièrement, à partir de maintenant, des vidéos de King Alan. Et puis très prochainement, vous allez avoir aussi des séries de vidéos avec notre Monsieur Plus, Didier Delannoy, qui nous parlera des amorces. Vous verrez, il vous parlera aussi bien des composants que des recettes, que des manières de les préparer. Enfin, je pense qu'on vous prépare quelques vidéos assez sympas. Donc, dès maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y aura beaucoup de choses dans le futur. Et puis après, on arrivera au mois de septembre et on aura à parler du nouveau numéro d'InfoPêche et surtout du prochain CIPAC qui aura lieu en novembre. Donc, vous voyez qu'on a encore un été bien chargé. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour les Browning Days en direct de Saucourt. Merci à tous, à bientôt.